Bonjour à tous. Au début, il n'y avait rien. Et de ce grand rien, de cet infiniment absent, de ce vide obscur est né presque rien. Peu de choses. Si peu de choses que ça ne vaut même pas la peine qu'on en cause. Donc, passons à notre invité du jour, Christian Pierron, qui n'est pas venu seul, mais accompagné de son plus fidèle partenaire, du plus fidèle ami de l'homme, Christian Pierron, qui n'est pas un cheval, puisqu'un cheval ne rentre pas dans le studio. À part sous forme de lasagne éventuellement, mais ça compte pas. Non, Christian est venu avec son accordéon. Christian, je te propose de te présenter, en nous racontant une petite histoire. C'est à toi. D'accord, bonjour Tony, bonjour à tous. Oui, donc voici mon cheval fidèle, mon accordéon, quelques notes. Tiens, on va commencer ce matin par un petit quiz musical. Je vais vous jouer quelques notes et dans votre salon, si vous trouvez le titre de la chanson, Tony vous offre une bière la première fois qu'il va vous rencontrer. T'es d'accord, Tony ? J'ai pas entendu. Vas-y. Voilà. Et donc, ce sont quelques notes du couplet. Vous êtes prêts ? Voici. Ah, j'ai entendu un monsieur qui a dit le vieux Léon. C'était bien essayé, mais c'était pas la bonne réponse. En tout cas, je pense qu'il aurait droit à une bière. Je continue. Non, pas de proposition ? Non, j'entends pas, donc je continue. Ah, je vois des grands signes là, on a entendu. Oui, chez Laurette. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, ne le sont nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. Vous pouvez chanter avec moi. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous, Laurette. Chez Laurette. Chez Laurette, c'était un café. Un café à l'ancienne, avec des boiseries partout, des pots de fleurs dans tous les coins. Enfin, un café où on se sentait bien. Et le café, il se trouvait à peu près à 50 mètres de la sortie du lycée. Alors forcément, à la fin des cours, tous les jeunes débarquaient là. Parfois même, il y en a qui arrivaient à passer entre deux cours, tellement le café était proche. Bon d'accord, Tony, parfois à la place de certains cours, il faut bien dire la vérité. Chez Laurette, il y avait une bonne ambiance. Il y avait une bonne ambiance, on pouvait... elle les connaissait tous, c'était comme ses enfants. Mais ce soir-là, elle leur avait dit, comme d'habitude, elle était installée derrière son bar, et puis tous les jeunes étaient là. Comme d'habitude, elle leur avait dit « Ça va la jeunesse ?» Personne n'avait répondu. Ils étaient tous plongés dans leurs portables, leurs ordinateurs. Ouh, ça l'avait énervé, Laurette. Oui, depuis que vous avez vos machines, là, vos iPods, vos iPods, vos Facebook et je sais plus quel bazar, plus personne se parle dans mon café. Autant parler à ma langouste. Sur le bar, à côté d'elle, il y avait un petit aquarium avec une langouste. Ça datait du temps où elle faisait café-restaurant. Il lui restait la langouste et puis près de la porte d'entrée, il y avait un gros aquarium avec un homard solitaire. Au début, elle les avait mis ensemble, mais comme ils passaient leur temps l'un sur l'autre, elle les avait séparés. Ça faisait mauvais genre dans son café. Et les jeunes, là, j'ai lu dans un magazine, vos machines, là, ça fait des ondes qui vous rentrent dans le cerveau. Eh oui, et les garçons, ceux qui les mettent dans leur poche, ça vous arrange pas non plus. Vous pouvez rigoler, vous deux. Les deux qui avaient rigolé au fond du café, c'était les frères Caboche, les deux loustiques du quartier. Oh, puis vous me fatiguez. Elle a mis sa musique en route, c'était Claude François. Je me lève et je te bouscule, elle essuyait ses verres en même temps. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Claude François, c'était la grand-messe, personne ne mouftait dans le café. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Et là, en plein milieu de la cérémonie, une sonnerie de portable. Ta 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 ta
Laurette a regardé, ça venait du fond du café. Il y en a un qui s'était précipité sur son blouson, il a renversé la chaise. C'était Pierre, le grand timide. Il se bagarrait avec les poches de son blouson. Finalement, il a trouvé son portable. Allô ? Trop tard. Il a ramassé la chaise. Il sentait le regard de Laurette qui le fusillait en face. Et puis après, il a laissé une pièce. Il a rasé les murs. Il est passé à côté du homard et puis il est sorti. Il est sorti du café. Il marchait le long du canal. Mais quel con, j'aurais dû laisser ce portable sur la table. Il savait qu'elle devait appeler, il aurait dû laisser ce portable allumé. Elle, celle qui avait appelé, celle qui l'avait raté, c'était Myriam. Il l'avait rencontrée 15 jours avant sur MSN, et tout de suite ils avaient sympathisé. Il se rappelait, la première fois elle lui avait demandé derrière son ordinateur « Quel est ton film préféré ?» Lui, il était resté bloqué derrière son ordinateur. D'abord, il avait pensé au Cercle des poètes disparus, et puis après il s'est dit « Oh non, c'est un vieux truc, c'est ringard. » Et puis finalement, il lui avait répondu, ils en avaient parlé pendant 2 heures. Et la fois d'après, ils avaient parlé de livres. Elle adorait les livres, mais lui, c'était pas du tout son truc. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une librairie en train d'acheter L'écume des jours, alors que c'était même pas au programme. Il pensait à tout ça, il shootait dans les pierres. Mais quel con, pourquoi j'ai pas laissé ce portable ? Et là, il a sorti. Allô ? Ah, c'est toi ? Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, chez Laurette. Ouais, c'était nul. Ouais. Toi, t'y vas ? Ouais, t'as qu'à m'appeler. Ouais, sinon je t'appelle pour te dire que j'y vais pas et que c'est pas la peine que t'appelles. Ouais, salut. Il est arrivé chez lui, ça faisait un peu de bruit parce qu'il a posé son accordéon, enfin le compteur a posé son accordéon. Il dit ça pour la technique en même temps. Il est arrivé chez lui. Bon, il a posé ses affaires dans un coin, comme d'habitude. Et puis, il est rentré à la cuisine, il a ouvert le placard. Il a sorti un paquet de chips, il est monté dans sa chambre, et tout de suite, il est allé à son ordinateur. MSN, rien. C'est sûr, elle était vexée. Alors, il a ouvert son paquet de chips, il a commencé à manger. Et là, il a entendu. C'était Oscar, son poisson rouge, il l'avait complètement oublié. Il a ouvert la petite boîte. Ah, ça puait ce truc. Et il lui a mis quelques flocons. Et ce jour-là, chacun a mangé ses chips de son côté. Le lendemain, ça a été journée galère de A à Z. Le matin, c'est sa prof de français qui a commencé à lui prendre la tête avec les imparfaits du subjonctif, il comprenait rien du tout. Il aurait fallu que je le... Il répondait n'importe quoi, et toute la journée, il avait l'impression que les profs s'étaient donné le mot. Et à la fin de la journée, quand il est rentré chez lui, au moment du goûter, c'est sa mère. Elle lui tournait autour, elle a commencé à lui parler de son père. Son père était parti depuis longtemps élever des chèvres dans le Massif central. Et finalement, elle lui a proposé d'aller passer 15 jours de vacances pour essayer de renouer le contact avec son père. 15 jours dans ce trou perdu où il n'y avait même pas de réseau. Ouais, il a claqué la porte de la cuisine, il est monté dans sa chambre. 5 minutes après, il a entendu la porte de la maison qui se fermait. Et il est redescendu. La cuisine, un paquet de chips. La porte de la cave était ouverte, il est descendu, il a ramassé un pack de bière qui traînait par là, il est remonté dans sa chambre, allumé son ordinateur, MSN, rien. Il a ouvert une canette, tous des cons, son père, sa mère, les profs. Et puis là, il s'est mis à tourner en rond dans sa chambre. Il avait un fauteuil à roulettes, son fauteuil de bureau. Alors, sa technique, c'est qu'il appuyait sur le bureau, il roulait jusqu'à l'armoire, un grand coup de pied dans l'armoire, il roulait jusqu'à son lit, un grand coup de pied dans le lit, et il tournait en rond comme ça. Et c'est parti pour les 24 heures du Mans. Deuxième canette. Troisième canette, ça tournait déjà moins rond, il y avait l'écume des jours au bord du bureau, pouf, qui s'est retrouvé par terre. Quatrième canette, et là, il a raté le virage du lit, et pof, il s'est retrouvé les 4 fers en l'air dans son lit, et il a vu des dinosaures qui dansaient au plafond. En fait, il avait un mobile au-dessus de son lit. Et il était dans cet état-là quand il a entendu gric, 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 gric. Il s'est assis sur le lit. Oh là là, ça tanguait. Gric, gric. C'était son portable. Vous avez un message ? Tu m'appelles. Oh non.
Oh non, c'était elle, il pouvait pas l'appeler, il était complètement saoul. En face, il y a Oscar qui sautait en l'air. Mais appelle imbécile! Et il s'est laissé retourner dans son lit. Mais là, il a entendu splouch. C'était Oscar, il avait sauté par-dessus bord, il se débattait par terre sur l'écume des jours. Alors Pierre, il s'est levé, il a attrapé Oscar par la queue et splouf, à l'eau. À l'eau? Et il s'est jeté à l'eau. Allô? Oui, c'est moi. J'ai eu un petit souci avec mon portable. Oui, ça va. Et puis il s'est détendu. Et il savait pas si c'était la bière, mais il a parlé pendant 2 heures comme jamais il avait parlé. Et à la fin de la conversation, Myriam lui a dit « Rendez-vous demain chez Laurette à 18h. » Wow, Pierre, il a posé son portable. Yahoo! Il s'est mis à danser dans sa chambre. Pour moi, la vie va commencer. Il a attrapé l'aquarium d'Oscar. Oscar, I love you. Il s'est mis à danser avec Oscar. Love me tender, love me do. Bon, il y avait ça splitché un peu dans tous les sens, finalement. Il a ramassé, il a nettoyé les dégâts. Il s'est calmé, il a pris une douche. Et il est allé se coucher. Le lendemain matin, il était en forme. Ce jour-là, il a répondu à tous les profs. Les sinus, les cosinus, les imparfaits du subjonctif, il était à fond dedans toute la journée. Et à 6h moins le quart, il était assis sur le banc en face de chez Laurette. Il pouvait rien arriver, il avait tout prévu. Il avait ses 2 montres réglées au millimètre. Dans sa poche droite, il avait son portable chargé et prêt à servir. Il maîtrisait. Elle lui avait dit qu'elle aurait l'écume des jours posée sur la table à côté d'elle. Il surveillait la sortie du lycée, 6h moins 10. Là, il a vu un groupe qui sortait du lycée, mais ils avaient l'air assez énervés. Elle était sûrement pas avec eux. 6h moins 5, 2 filles plutôt mignonnes. Ah non, elle lui aurait pas fait ce coup-là de venir avec une copine. 6h. Mince, le bus s'est arrêté juste devant chez Laurette, il voyait plus du tout ce qui se passait. Bon, finalement, le bus est parti, alors il s'est levé, il a arrangé un peu sa mèche, il s'est rapproché tout doucement, il a essayé de regarder derrière la vitrine, mais il voyait rien du tout. Il y avait les plantes de Laurette qui poussaient, alors il a fait le tour, il a poussé la porte d'entrée, et puis là, il s'est caché derrière le grand aquarium du homard. Il a regardé par-dessus s'il voyait pas une fille toute seule avec un livre sur la table. Mais en fait, les lycéens, ils avaient tous posé leurs livres, et il n'y a rien qui ressemble plus à un livre. Ben ouais. Et il était scotché comme ça derrière le homard, quand, heureusement, il a attrapé son téléphone, mais il avait les mains moites. Jou, plouf, bloup, 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 dans la pince droite du homard. Les frères Caboche sont arrivés. Ouais, les gars, venez voir. Ouais. Tout le café est arrivé pour voir la curiosité. Un des frères s'est mis à imiter la musique du Titanic. Nia, 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 nia. Pierre était rouge, blanc, rouge, blanc. Il clignotait comme un phare au milieu de la tempête. Et là, shabadabada, shabadabada. Elle s'est levée au fond du café. La da da, shabadabada, shabadabada. Plus belle qu'une sirène de cinéma. La da da, shabadabada, shabadabada. Elle a pris son naufragé par la main, et puis elle l'a entraîné tout doucement vers le bar, vers l'aquarium de la langouste. Et arrivée là, elle a ouvert son sac à main, elle a sorti son portable, elle a tendu sa main par-dessus l'aquarium, et plouf, bloup, 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 devant le nez de la langouste. La la la, shabadabada, shabadabada. Les 2 amoureux sont sortis. La la la, shabadabada, shabadabada. Main dans la main, le cœur en folie. La la la, shabadabada, shabadabada. Et là, au fond de l'aquarium, le petit écran s'est allumé. Et la langouste est devenue toute rose quand elle a lu son message. J'en pince pour toi. Signé Omar Chéri.
Da, 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 da. Da, 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 da. Merci Christian. On va passer à la séance de torture des questions. Merci encore pour cette histoire. Est-ce que comme ton héros, comment tu t'es jeté à l'eau, toi ? Voilà, justement, pas pour te retrouver dans un aquarium de homards, mais pour en venir au conte. Est-ce qu'il y a une histoire ou un conteur qui t'a donné envie de te dire, tiens, je vais me jeter à l'eau, moi ? Un conteur qui m'a donné envie de me jeter à l'eau, je pense tout de suite à Didier Kowarski, en fait. Je me souviens, j'allais voir les conteurs à Conteurs en campagne, et j'allais écouter les conteurs, et un jour je me suis retrouvé devant un énergumène là qui était dans une salle dans les Flandres profondes, une salle avec des belles boiseries tout autour, un public sage devant, et puis un conteur qui me paraissait un peu bizarre, un peu particulier, enfin une attitude, une façon de raconter, et une façon d'être par rapport à ces histoires qui m'a fait tilt. Et je sais pas pourquoi, je pense toujours à ce conteur-là quand on me demande qui m'a donné envie de raconter des histoires. Voilà. D'accord. Et toi, tu as été formé, si j'ai bien lu, à l'art du clown. Est-ce que tu vois des différences entre les deux disciplines, le clown et le conte, et puis comment toi tu arrives à les marier dans ta pratique ? Je vois des différences, mais je vois surtout des choses en commun. Dans l'art du clown, il y a une façon d'enlever la barrière entre le public et soi-même. Au théâtre, on dit qu'il y a toujours un quatrième mur devant soi, et là, le clown, il sent directement ce qui se passe. Il est en communion directe avec les gens. Mais pour le conteur, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Il y a une espèce on a besoin de casser les codes, les conventions, d'être avec les gens, et une proximité qui ressemble à celle de l'attitude du clown face au public. Et donc, toi, quand tu crées tes histoires, est-ce que tu passes par une phase écrite ? Est-ce que tout est mis directement à l'oral ? Est-ce que l'improvisation est quelque chose d'important dans ta manière de raconter ? Au début, quand j'ai commencé à raconter, j'étais tellement stressé que j'avais besoin de préparer beaucoup. J'écrivais beaucoup, et voilà, ça me rassurait. Et après, je pouvais quitter un peu ce texte au fur et à mesure. Maintenant, je travaille directement à l'oral. Je commence à la raconter à ma compagne, qui est conteuse aussi, donc ça fait mon premier retour qui est à la fois chaleureux mais aussi efficace, en me disant voilà, là c'est trop long, là on comprend pas bien l'image, etc. Et voilà, et j'ai directement à travers les essais et puis la façon de raconter la plus naturelle possible, sans passer par l'écrit, parce que l'écrit souvent ne fonctionne pas de la même façon. Il y a quelque chose dans une simplicité des mots et de l'attitude et du corps qui est plus ouverte en racontant directement comme ça, quoi. D'accord. Bon, les auditeurs ont pu également entendre que tu étais musicien. En matière de musique, quelles sont un peu tes influences en matière de musique, tes préférences, à part la variété française qui passe dans les bistrots, comme on a pu l'entendre ? Mes influences, ça a été très diverses. Mes premières influences a été la découverte de Brassens. Je l'ai jamais vu, jamais eu ce plaisir de l'entendre en direct, mais je me souviens du choc quand je l'ai vu à la télé, qui à l'époque était encore une télé intelligente, voilà, et c'était le Grand Échiquier. Et moi, j'étais au fond de ma campagne et je découvrais ce bonhomme et son écriture et sa poésie. Et le lendemain, je suis allé acheter un disque. Et voilà, ça c'était ma première influence musicale. Après, voilà, j'ai toujours pianoté un peu parce que mon papa jouait un peu de piano. J'ai commencé à jouer des chansons de Brassens un peu à l'oreille. Ensuite, un peu plus tard, j'ai pris des cours un peu plus sérieux où j'ai appris à travailler le jazz. Quand je suis arrivé à Lille, j'ai pris des cours au conservatoire de jazz, et voilà, donc j'aimais beaucoup le jazz, aller écouter des pianistes, des jazzman à droite à gauche. Et voilà, la chanson française aussi, beaucoup. Je pense à Thomas Fersen, des univers comme ça. Voilà, enfin, plein de choses aussi. Les chansons anciennes, les chansons 1930, cette poésie un peu décalée, cette écriture un peu désuète comme ça. J'aime beaucoup tout cet univers-là. Et justement, parlant d'univers, ton univers à toi en tant que conteur, comment tu le définirais ? Comment tu fais pour décider de raconter telle ou telle histoire ? Qu'est-ce qui guide tes choix ? Qu'aimes-tu raconter finalement ?
C'est la question la plus difficile du monde. En fait, je crois que je suis devant une histoire comme on est devant un tableau. Parfois, on se balade dans un musée, puis hop, on a un tableau qui nous parle et on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a quelque chose qui nous attire là-dedans. Et les histoires, c'est un peu ça. J'en lis beaucoup. J'écoute aussi des conteurs et parfois, il y a une histoire qui fait tilt. Et souvent, on se rend pas compte vraiment de pourquoi ça nous touche. Et ça m'est arrivé de raconter une histoire pendant plusieurs années, puis après de me dire mais pourquoi je raconte cette histoire? Et mais oui, effectivement, il y avait quelque chose dans mon ventre, enfin dans ma vie ou quoi qui faisait écho avec moi, qui vibrait, et c'est pour ça que j'avais choisi cette histoire-là. Donc c'est un coup de cœur, c'est une rencontre avec une histoire, quoi. D'accord. Tu proposes aussi un atelier conte sur Villeneuve d'Ascq avec l'association Quanta, Oui, me semble-t-il, tout à tous fait. les mardis soirs. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Quel public cela touche-t-il, hein? Quel public reçois-tu dans cette formation? Et puis est-ce que le conte ça s'apprend finalement? Voilà la question. Est-ce que quand ça s'apprend, j'apprends surtout. J'ai l'impression que je suis en train d'entamer une nouvelle saison avec d'autres personnes. J'apprends surtout à désapprendre parce que on a souvent une idée un peu décalée de ce que ça peut être. Comme le conte, c'est un genre qui est un peu particulier parce que c'était pas un genre artistique en soi. Il y avait des gens qui racontaient des histoires dans le temps quand il y avait pas de télé, et puis après, voilà, ça a disparu. Et puis depuis une trentaine d'années, il y a ce qu'on appelle le renouveau du conte. Il y a des gens qui montent sur scène pour raconter des histoires. Et en tout cas, l'image qu'on a du conte dans le public, c'est surtout les livres. Et donc, quand on vous dit qu'est-ce que c'est un conteur, on me dit ah oui, c'est quelqu'un qui lit des histoires aux enfants. Et donc, les gens arrivent souvent avec cette idée-là qu'il faut parler comme dans un livre. Et j'essaye de travailler avec eux la langue la plus naturelle du monde, celle qui leur appartient à chacun, parce que chacun a une façon différente de parler, d'utiliser son corps, ses mimiques, etc. Et ce qu'on essaye de travailler, c'est ça, retrouver. Alors on fait beaucoup d'improvisation. Je leur demande de raconter des souvenirs, et donc quand on raconte un souvenir, on a tout de suite des images en tête de souvenirs-là, et en ayant ces images, il y a le corps qui montre les choses, il y a les mots qui arrivent derrière, et c'est tout ce naturel qu'on essaye de retrouver dans mon atelier. Tu as reçu en 2007 un prix du public au Grand Prix des Conteurs de Chevilly-Larue, qui était un prix qui n'existe plus maintenant, mais qui était, on va dire, relativement prestigieux, voilà, dans le monde des conteurs à l'époque. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, ce prix? Est-ce qu'il y a eu des choses, ou d'autres événements qui ont fait que Christian Piron, voilà, il me dit, voilà, je vais peut-être pouvoir faire carrière dans ce milieu-là? Ça a sûrement changé des choses en me disant que j'étais pas le plus nul, puisque voilà, les gens appréciaient, et voilà. Et après, ça m'a ouvert des portes. C'est sûr que voilà. Ça m'a fait du bien, et ça m'a ouvert des portes. Mais ce qui m'a ouvert le plus la porte, je crois que c'était la confiance de quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Bordier, qui dirige le festival de Vassivière. Et c'est lui qui un jour a regardé une cassette vidéo qui était pourtant pas terrible au niveau technique. C'était un copain qui m'avait filmé à la ferme du Pire sur mon premier spectacle qui s'appelait Les Aventures d'Isidore et autres destins fatals. Il a pris le temps de regarder, il m'a invité à une journée professionnelle. Et ça a été un déclic parce que ça s'est très bien passé, et les programmateurs qui étaient là m'ont invité à raconter. Et du coup, je me suis retrouvé dans des scènes à droite à gauche en France, en Suisse, en Belgique, etc. Et ça a été le premier déclencheur, quoi. D'ailleurs, depuis, on peut dire que tu racontes dans la France entière. T'as pas mal bourlingué et fréquenté différents festivals. Est-ce que les publics sont différents en fonction des régions? Est-ce que est-ce que c'est pas une question seulement de public plus chaleureux, mais est-ce que voilà, il y a des régions où tu aimes bien retourner, à part le Nord-Pas-de-Calais qu'on va mettre à part au sommet du podium évidemment, mais est-ce qu'il y a des régions qui te plaisent plus que d'autres? Oui, j'entends bien ton plaisir du Nord-Pas-de-Calais dans ta voix. Et il y a des régions qui me plaisent plus que d'autres. Et moi, je suis à moitié belge, enfin belge de cœur. Ma chérie est belge, et je fais un peu de publicité. Elle s'appelle Véronique de Miomandre. C'est la meilleure conteuse du monde. Je suis de parti pris, hein. Et donc, je me souviens d'avoir entendu une fois Raymond DeVos qui parlait du public. Et il disait que le public c'était son assistance, et que quand il adorait raconter en Belgique parce que les gens étaient là avec une espèce et dans le Nord je retrouve aussi ça, souvent une espèce de, comment dire, pas de bonne volonté, je trouve pas le mot, enfin une espèce de chaleur humaine, une envie que ça se passe bien. Et donc on n'a pas besoin
de justifier sa présence. Les gens ont envie que ça se passe bien entre nous et que l'histoire existe, etc. Alors que parfois dans la France profonde, ou peut-être plus dans les régions comme la région parisienne, etc., les gens arrivent ils ont déjà une certaine culture, un certain a priori, et puis vous regardez un petit peu pendant 5 minutes avec une petite distance, en disant qui c'est ce grand-là, qu'est-ce qu'il nous raconte comme carabistoul, etc. Donc il faut le temps de les apprivoiser, alors que ce temps-là est un peu plus court dans certaines régions. Est-ce que tu as d'ailleurs un public, là je parle plutôt de l'âge du public, est-ce que tu as un public privilégié avec lequel tu te sens le plus à l'aise ? Au départ, j'étais plus à l'aise avec le public adulte parce que je me servais beaucoup de l'humour pour moi me mettre à l'aise, pour respirer, etc. Mais depuis quelques années maintenant, je me retrouve aussi à l'aise avec les enfants qui ont une autre compréhension, parfois plus profonde des histoires et voilà, et c'est un public pas poli, voilà, que quand ça les intéresse pas, ça les intéresse pas, et quand ils sont vraiment dans l'histoire, c'est assez impressionnant de voir leurs grands yeux ouverts, qui écoutent ce qui se passe, et voilà. Maintenant, souvent je me retrouve dans des publics le soir avec une première rangée d'enfants, puis derrière les parents, et puis je pense qu'il y a deux compréhensions différentes. Voilà, les parents comprennent des choses que les enfants comprennent pas forcément, mais les enfants rentrent à nouveau dans les images, enfin voilà. Pour te répondre, Tony, comment ça se passe ? Tu as aussi, donc tu parlais de ta compagne, Véronique de Miomande, qui est donc aussi conteuse. Tu as plusieurs formules de spectacle en duo avec Véronique de Miomande, mais aussi avec Sophie Clerfay, une autre conteuse belge. Hein. Qu'est-ce que ça apporte, la formule duo au conteur ? Est-ce que 1 plus 1 ça fait 2 ? Est-ce que des fois ça fait 3 ? Est-ce que parfois ça reste 1 ? Ou 1,5 ? C'est vrai que quand j'étais à l'école, j'écoutais pas souvent les mathématiques, j'étais un peu dans la lune, je regardais par la fenêtre au moment de ce cours-là, et pour moi, souvent, 1 plus 1, ça faisait beaucoup plus que 2, et effectivement, avec Véronique ou avec Sophie, ça crée une complicité, il se passe des choses où on peut jouer ensemble, et donc dans ce jeu-là, il y a quelque chose en plus qui apporte aussi aux histoires, et puis ça crée plein de possibilités différentes. Il y en a un qui peut jouer le personnage pendant que l'autre fait la narration. Il y a plein de clins d'œil de possibilités multipliées. Donc ça fait beaucoup plus que 1 plus 1. Voilà. Je précise parce que je vais oublier de le dire aussi que on peut te retrouver prochainement lors d'une journée professionnelle à Noyon, hein, en Picardie. Hein, c'est ce que j'ai pu trouver là de dates proches au théâtre du Chevalet. Tu seras en compagnie de 5 autres artistes pour une journée professionnelle. C'est le 4 novembre. Ça permet aussi de découvrir d'autres univers. Est-ce que tu as d'autres représentations bientôt qui sont prévues dans la région notamment pour nos auditeurs ? Dans la région, j'ai une date le 4 décembre. C'est un vendredi soir et je vais jouer avec ma chérie, donc Véronique, à la ferme Canta. La ferme Canta se trouve sur le lac du Héron. Vous suivez le vol du héron, vous allez arriver à la ferme Canta, et dedans il y aura un repas spectacle, donc un repas, un estaminet, un repas gastronomique, et puis donc nous on va raconter des histoires après, à la fin du repas, quand vous aurez bien mangé. Véronique et moi, nous allons raconter quelques histoires et chanter quelques chansons. D'accord. Je précise aussi qu'on peut retrouver, tu as un site internet, chpierron.wix.com, hein, où on peut retrouver ton répertoire. D'ailleurs, quel est le spectacle que tu promeus en ce moment ? Quelle est ta dernière création ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, ma dernière création s'appelle Le clin d'œil de la baleine. C'est un spectacle dans lequel je me suis un peu éloigné de mon répertoire habituel qui était beaucoup basé sur le rire, l'absurde, etc. Et donc on rit encore beaucoup, mais il y a aussi une part d'émotion. Et l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure est extraite de ce spectacle-là. Et puis l'histoire titre, c'est Le clin d'œil de la baleine. C'est l'histoire d'une baleine qui tombe amoureuse d'un capitaine très très british. Voilà. D'accord. Et toi, en tant que conteur d'ailleurs, tout à l'heure on a parlé de ton activité de formation. Est-ce qu'un conteur, ça continue de se former tout au long de sa vie, j'allais dire. Est-ce que tu continues de te former ? Et puis est-ce que tu as eu des formateurs qui t'ont marqué ? Le premier auquel je pense, c'est Michel Hindenock, avec qui je continue à faire des stages, et il y a beaucoup de conteurs en France qui sont formés par lui, et je suis bien content d'avoir commencé chez lui.
et de poursuivre cet accompagnement et cette évolution, quoi, qu'on raconte pas aujourd'hui comme on va raconter dans 5 ans, et c'est quelqu'un qui m'accompagne de façon très précieuse, quoi. D'accord. Et est-ce que éventuellement, toi, tu as des artistes que tu pourrais nous conseiller d'aller voir dans le domaine du conte, ou d'ailleurs, est-ce que tu as des coups de cœur ces derniers temps, un conteur qui t'a marqué, quelqu'un que tu connaissais pas ou que tu as découvert, ou même un vieux de la vieille d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de raison de faire du racisme anti-vieux. Ouais. Moi, j'ai pensé tout de suite à quelqu'un que je connais bien, qui est pas forcément connu parce qu'elle est assez timide et discrète. Elle s'appelle Bernadette Heinrich. C'est une conteuse belge qui est unique au monde. Enfin bon, je vais pas la comparer avec d'autres gens parce qu'elle est incomparable, et elle a une façon, une espèce de... Et dans la vie, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est très ouvert comme ça, un peu maladroit, quoi, de ses mains, enfin maladroite, mais sur scène, elle dégage quelque chose qui passe, enfin qui me fait, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire, quoi, de façon très très naturelle, et j'adore son univers, quoi. Et évidemment, je vais parler de ma chérie aussi, mais bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, alors ça va finir par faillot un petit peu. Ça fait un peu. Oui. Ça va faire faillot. Voilà. Est-ce que tu te sens l'âme d'un conteur régional? Est-ce que dans ton univers, dans ce que tu racontes, dans ce que tu peux chanter aussi, la culture, la région, alors tu parlais du Nord-Pas-de-Calais, mais on va dire plus le Nord même, on va inclure la Belgique peut-être du coup, c'est quelque chose de présent que tu promeus, notamment quand tu vas dans d'autres régions? Je peux pas dire ça exactement, en fait. Je me sens pas vraiment moi, je suis né dans l'Est de la France, et voilà, j'ai été accueilli dans le Nord il y a 25 ans, et je m'y sens bien, effectivement. Donc ça m'arrive de chanter des chansons en ch'ti, de chanter les tomates de temps en temps quand on me demande ça, et puis et je me sens bien en Belgique aussi, mais je me promeux pas d'une culture ch'ti parce que voilà, je suis pas né ici, et ce sont pas mes racines. Mais en tout cas, je m'y sens bien et j'en parle avec plaisir. Je suis souvent bien accueilli quand on me dit que je viens du Nord. Est-ce que vous êtes ch'ti? Alors je dis bah non, mais je suis un ch'ti d'adoption ou un ch'ti de cœur, voilà. Et puis bon, je sais pas si je suis moitié ch'ti, moitié belge, moitié autre chose. Je me sens d'un peu partout, et mes histoires sont pas enracinées dans le Nord, voilà. Mais par exemple, je sais que tu es déjà allé compter dans la belle province, au Québec. Tu peux nous parler un peu de cette expérience-là? Comment ça passe là-bas? Est-ce que le public est différent là-bas? On m'a souvent dit que c'était un public qui démarrait au quart de tour aussi là-bas sur les histoires qu'on leur proposait. C'est un public qui est plus habitué au conte. Il y a quelques vedettes au Québec, et donc quand on va raconter souvent dans les cafés, les gens savent ce que c'est. Et on retrouve beaucoup de conteurs qui racontent dans les cafés, qui ont donc l'énergie qu'il faut pour aller prendre les gens alors qu'ils sont en train de boire un verre, et puis les rentrer dans leur univers. Donc j'ai l'impression que ta question c'était quoi? J'ai oublié le début. Sur le public québécois. Ouais. Comment un conteur comme toi, est reçu là-bas? Bon, on a un souvenir. On était avec Véronique, on a un souvenir très chaleureux, quoi, de cette. Un conteur, un accueil comme en Belgique, plus quoi. Une espèce de simplicité, et puis une chaleur immédiate, quoi. Voilà, c'est un beau pays, des chouettes gens. Enfin, on s'est trouvé bien là-bas, quoi. Une dernière question peut-être. Quels sont tes projets en tant que conteur? Est-ce que tu as un projet de spectacle, de création, de randonnée, quelque chose qui se profile à l'horizon dont tu pourrais nous donner un avant-goût? En fait, ce qui me vient, c'est que depuis 1 an ou 2, j'ai un peu viré de bord. Enfin non, j'ai évolué un peu, c'est-à-dire que je travaille pas mal sur la chanson, quoi. Et c'est bon, je suis pas très loin non plus du conte, parce que je raconte des histoires mais qui durent 3 ou 4 minutes dans une chanson, et c'est grâce à un livre que Véronique m'a offert, qui s'appelle Moulin du parolier de Michel Arbatz, et ça m'a permis de faire le lien entre mon activité de musicien et mon activité d'écriture, et voilà, donc c'est le prochain spectacle, à mon avis, il y aura un mélange de création, d'écriture de chansons et d'histoire. Donc je m'oriente tout doucement vers ça, et je prends un grand plaisir à passer du temps à mettre les mots dans ces petites cases pour que ça rentre dans les 3 minutes et demie et que ça raconte quand même une petite histoire. Voilà. Eh ben Christian, on te remercie. On rappelle qu'on peut découvrir ton univers sur le site chpiron.wix.com, et puis je vous dis au mois prochain.